Donc nous démarrons cet après-midi avec le professeur Michel Harbi, directeur du laboratoire à l'AMP et professeur à l'ANSIT à Tunis. Et il est l'ancien directeur des études à l'ANSIT aussi. Donc il va nous parler des couchements ultra-durs de l'élaboration à la normalisation. Merci. Ce sera une nano-présentation compte tenu du temps imparti. Alors, on avait convenu de présenter initialement le laboratoire, donc le laboratoire de mécanique, matériaux et procédés, avant de vous parler des couches minces. Alors, ce laboratoire donc, est le résultat d'une fusion entre deux équipes de recherche, ou deux unités de recherche, initialement créées en 1995 par les initiatives du professeur Habib Sidran, qui avait créé l'unité de mécanique et matériaux, et le professeur Gilani Lamnoumi, pour sa part, pour l'équipe physique de la matière. Et en 1999, donc, il y a eu cette fusion et on est donc dans ce laboratoire qui appartient à la discipline sciences et techniques de l'ingénieur. Alors, notre laboratoire donc, contient un corps enseignant, donc en corps A, professeur et maître de conférence, 9 personnes, en maître assistant et assistant 14, en technologue et PES 6 personnes, et en doctorant 21 doctorants, 24 masters de recherche, ce qui fait un total de 74 personnes. Alors le laboratoire, donc situé à l'ANSIT, occupe à peu près une superficie d'à peu près de 500 mètres carrés. Pour ceux qui le connaissent, vont retrouver un petit peu donc, là, à travers ces photos, le grand couloir du laboratoire, dans lequel il y a donc pas mal de salles d'essai de manip, donc pour une superficie de plus de 360 mètres carrés, des bureaux, une salle de réunion, de documentation et un atelier. Alors, les photos ne sont pas très plaisantes, et c'est pas moi qui ai fait ces dégâts. C'est le résultat d'une très forte inondation qui a envahi le laboratoire, donc en mois de novembre 2012, où le niveau de l'eau et de la boue donc, a atteint 1,20 m pratiquement dans toute cette superficie et qui a causé des dégâts énormes au niveau du matériel scientifique. Alors ceci ne nous a pas empêché de travailler sur la restructuration et sur le rééquipement du laboratoire, et puis travailler aussi sur la production scientifique. Alors, à titre d'exemple, en 2013, donc, 14 articles avec facteurs d'impact, donc des journaux respectables, ont été publiés. Un nombre respectable aussi en habilitation universitaire en préparation, une dizaine, dont une qui vient d'être soutenue et deux qui sont dans le pipe, dans un délai très très court. Pareil en 2013, donc 5 thèses de doctorat ont été soutenues et 16 en préparation et 7 masters de recherche donc, ont été soutenus pour une dizaine qui sont aussi dans le pipe. Alors ça donne une idée donc, sur les personnes et sur les locaux, et puis sur les thématiques. Donc le laboratoire a été structuré depuis déjà un moment en équipe de recherche, pour simplifier un petit peu la vie à tout le monde. Alors il y a 5 équipes. La première, c'est l'équipe qui travaille sur les procédés de production mécanique, où on est sur l'optimisation, donc à la base d'un compromis entre la grande productivité et l'état de surface finie, avec une attention qui est particulière attention sur l'interaction outil-matière et sur l'intégrité de surface. Une deuxième équipe qui travaille sur la simulation numérique,
pour développer donc, des modèles de comportement mécanique et développer aussi des modèles de transformation structurale, que ce soit pour des matériaux métalliques ou des matériaux polymères. La troisième porte sur la durabilité des matériaux, où on travaille essentiellement sur le comportement mécanique et l'endommagement de matériaux métalliques, donc avec en relation une fonctionnalité, une fonctionnalisation en termes de fatigue ou en termes de corrosion localisée, ou les deux à la fois, c'est-à-dire une dualité, donc fatigue-corrosion. La quatrième, donc c'est les revêtements métalliques, où l'équipe travaille essentiellement sur la recherche de nouveaux alliages métalliques capables donc de stocker de l'hydrogène. Et dans cette présentation, je vais vous parler des revêtements, ou plutôt d'un type de revêtement et de surface, donc dans cette équipe sur les revêtements métalliques. Voilà donc une brève présentation donc, de notre laboratoire mécanique, matériaux et procédés, où, comme je viens de le présenter, c'est les matériaux qui seront au cœur de toutes les activités. Alors, je passe à la deuxième partie. Donc, mon intervention porte sur les surfaces. Alors, vous allez m'excuser une reprise d'une boutade d'un célèbre scientifique qui a beaucoup travaillé sur les surfaces et qui avait dit la chose suivante: Dieu créa la matière et laissa la surface au diable. Dans le sens où, quand on évoque le diable, c'est qu'il y a beaucoup de tentations. Et là, les tentations et les tentatives qui ont été élaborées sur les surfaces sont innombrables. Donc, et chacun y va de sa couche, et chacun y va de ses paramètres pour apporter ses modifications. Et je vais vous parler de l'une de ces tentatives, donc, qui a abouti à obtenir des couches minces ultra dures. Alors, quand on parle de surface ou de traitement de surface, donc la panoplie, comme je viens de le dire, est très très large et a deux paramètres clés qui sont à la base de choix du traitement et qui ont une influence directe sur la qualité et sur le niveau de performance de notre surface. Ces deux paramètres que l'on doit fixer en amont, c'est la température donc, du traitement et l'épaisseur souhaitée. Et là, c'est un graphique qui reprend une liste non exhaustive de quelques traitements où on voit que pour les températures, ça passe des températures très faibles, donc de l'ordre de quelques dizaines de degrés, à des températures qui dépassent les 1000 degrés, et des épaisseurs, donc assez faibles en microns, pour aller vers le millimètre. À titre d'exemple, là, le traitement numéro 1, qui donne pratiquement les épaisseurs les plus élevées, c'est les traitements de type mécanique. Les traitements de type 2, c'est les traitements électrolytiques, donc qui ont l'avantage d'être élaborés sur des traitements très faibles. Les traitements chimiques également, donc non exigeants en termes de température. Les traitements thermochimiques numéro 4, donc tels que la nitruration, qui s'effectue autour de 500 degrés, où on a une épaisseur donc, de quelques dizaines de micromètres. Et là où je vais venir, c'est les traitements numéro 6 et le numéro 7, qui sont des traitements connus ou appelés modernes. Le 6, c'est le CVD, le dépôt donc en phase chimique. Et le 7, c'est le dépôt PVD, Physical Vapor Deposition, donc c'est le dépôt en phase vapeur physique. Alors, quand on regarde ou quand on compare les deux traitements, le 6, on voit qu'il est très gourmand en température
Et là, ça occasionne donc des inconvénients notables, alors que le PVD, la tendance actuelle, c'est d'aller vers des températures très clémentes. Donc aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent de faire des dépôts à 200 degrés et même à 150 degrés, et qui donnent des couches minces de l'ordre du micromètre, et en même temps qui donnent des capacités mécaniques donc, connues pour être révolutionnaires, tellement les chiffres sont exaltants. Donc je vais vous parler de ces couches-là. Alors quelques exemples qui ont été produits par ce traitement, le traitement PVD, où on allie donc les performances mécaniques à l'esthétique. Donc plusieurs exemples sont présentés. Et nous traitons donc, au niveau déposition avec un groupe mondial, c'est le groupe Balzer, donc Oerlikon, qui est leader mondial, que ce soit pour la déposition ou pour le développement et la recherche, et même pour la fabrication de machines de traitement PVD. Il est présent dans plus de 90 pays. Alors nous participons avec ce groupe à l'aventure et à l'élaboration et à la qualification. Donc les résultats que je vais présenter donc, sont en partie réalisés avec la collaboration de ce groupe. Alors je suis désolé pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc les traitements PVD c'est multiple, hein, il n'y a pas qu'un traitement PVD. Et il n'y a pas qu'une technologie, il y a des technologies multiples. Et là, vous avez pratiquement trois systèmes, ou trois mécanismes de déposition, l'évaporation, la pulvérisation et le plaquage. Et dans chaque mécanisme, donc, il y a des technologies variables. Les technologies les plus exploitées dans ce circuit au monde, c'est l'évaporation, essentiellement par l'arc électrique, et la pulvérisation cathodique, essentiellement la pulvérisation cathodique à magnétron. Donc nous avons travaillé sur ces deux traitements PVD, donc l'évaporation arc électrique et la pulvérisation cathodique magnétron. Alors deux mots sur la déposition, puisque donc, la présentation porte en partie sur la déposition des couches minces ultra dures, et puis bon, on va passer plus tard à la valorisation. Si je regarde le mécanisme de pulvérisation à magnétron, il y a donc le substrat qui représente notre pièce, la composante mécanique que l'on cherche à revêtir, et puis il y a une cible, c'est le matériau d'apport qui est placé donc quelque part, et puis tout ça est placé dans une enceinte dans laquelle on fait le vide, et on va injecter un gaz neutre, initialement c'est l'argon, et on va ioniser le gaz neutre pour qu'il soit drainé vers la cible, et il va être drainé vers cette cible avec une très forte énergie et capable d'éroder la surface de la cible. Et une fois que cette surface est érodée, donc on obtient la phase vapeur, et à partir de là, il y a le rôle du magnétron qui va servir à accélérer les atomes de la phase vapeur et va les orienter vers le substrat. Et ces atomes peuvent interagir avec un gaz réactif que l'on rajoute exprès, donc pour un choix de composition, et ils vont se plaquer donc, sur le substrat, et ceci va dépendre de pas mal de paramètres opératoires pour obtenir une certaine croissance. On travaille aussi sur la croissance de ces couches. Alors, là, c'est la représentation de systèmes que nous avons pu exploiter pour réaliser ces deux dépôts. C'est des systèmes assez lourds en équipement. Et là, donc je vous présente juste quelques paramètres opératoires. Donc, là aussi, la liste n'est pas exhaustive et le nombre est très important.
Et je vais dire que la qualité du fini, de la couche mince finie, va dépendre de cette panoplie de paramètres opératoires. Je vais, compte tenu du temps imparti, je vais vous parler de quelques-uns de ces paramètres qui vont porter essentiellement sur le choix de la matière, donc la composition, si on cherche un nitrure de titane ou un nitrure de carbone, sur le choix de la structuration, et puis sur le système de croissance de la couche en question. Mais tous les autres paramètres ont aussi pas mal d'importance et on les a testés pour, dans un esprit d'optimiser le résultat. Alors, le choix du revêtement dépend essentiellement donc, de la cible. Tout à l'heure, je vous ai montré une cible et j'ai parlé d'un gaz réactif. Alors, les atomes qui se transforment donc, en phase vapeur vont s'associer, donc en composé défini, avec donc, des atomes émanant d'un gaz réactif, et on va obtenir une composition qui, elle, va être plaquée. Et là, il y a à faire des choix. Le choix est très très large aujourd'hui. Là, vous avez quelques exemples de composition. Les plus fréquemment rencontrés, que ce soit au niveau des publications ou même dans les entreprises, il y a tout ce qui est revêtement à base de chrome, tout ce qui est revêtement à base de titane, et bien se greffer aussi le revêtement à base de tungstène. Et celui-ci va, je pense, dans l'avenir très proche, va prendre le pas sur pas mal de revêtements, puisque récemment Boeing vient de publier une note qui dit que pratiquement 80% des caisses mécaniques doivent être absolument revêtues par donc, un revêtement de type carbure de tungstène. Donc les chercheurs vont s'y mettre, les fabricants aussi vont se mettre à travailler sur les carbures de tungstène. Donc là, on trouve la composition et puis l'intensité de la liaison qui va permettre de monter la couche et de faire croître la couche en question. Donc il y a ce choix qui est à faire, et puis bon, il faut revenir à la notion de science des matériaux et au diagramme d'équilibre, donc pour pouvoir cibler donc, la composition et la proportion entre les différents constituants dans la composition. Le deuxième paramètre très important et sur lequel on a des résultats intéressants, c'est la structuration. Quand je parle de structuration, je peux aussi parler d'architecture de la couche. On parle aujourd'hui de couche mince de type monocouche, ou bien de multicouche ou de nanocouche. Toutes ces couches sont initialement déposées sur ce que l'on appelle une couche tampon ou une couche de préparation. Là aussi, il y a des éléments scientifiques à dire et des choses à faire sur la couche tampon pour que le choix soit le meilleur. Et cette couche a une grande importance au niveau de l'adhésion du revêtement sur le substrat. Alors, la tendance actuelle, c'est soit en multicouche ou en nanocouche. Les multicouches, là on parle d'une couche fonctionnelle, c'est la couche supérieure, et puis les autres couches sont essentiellement des couches de préparation. Et le dernier cri, c'est les nanocouches, où il y a une alternance entre deux compositions différentes. Ça peut être 50, 60 alternances différentes sur une période définie. Et là, je vais vous montrer donc tout à l'heure la différence que l'on ressort entre une monocouche, une multicouche et une nanocouche. Alors, le troisième aspect qui a une très grande importance sur la qualité du revêtement, c'est le système de croissance. Alors ce résultat, nous l'avons élaboré sur un revêtement de type nitrure de chrome et de silicium. Donc dans l'enceinte, quand on va faire le dépôt, on va utiliser deux cibles différentes. Donc en l'occurrence ici, c'est le silicium et le chrome, qui vont s'associer donc avec le gaz réactif pour donner le nitrure de chrome et de silicium.
Alors, nous avons, en changeant, en faisant varier les paramètres de déposition, obtenu différents types de croissance de notre couche mince. Et il est connu que les couches minces de type PVD, donc leur croissance se fait sous forme de colonnes. Sauf que, entre colonne et colonne, il y a des variantes, et il y a des variantes importantes au niveau de la qualité du dépôt. Alors pour certains paramètres, la direction, la croissance va se faire longitudinalement et latéralement. Et ce phénomène-là va engendrer donc une faible densité parce qu'il va y avoir un espace intercolonnaire que l'on peut voir au niveau de la contrainte résiduelle mesurée. Elle est parmi les contraintes résiduelles de compression les plus faibles. Sur une autre, avec d'autres, en modifiant les paramètres de déposition, on peut obtenir le schéma à droite, le modèle de Honnes, où on obtient une croissance qui se termine en chapeau, et cette croissance-là, elle fait de l'ombre sur les colonnes voisines, et là aussi, ça donne des défauts, et ces défauts engendrent aussi une certaine qualité du revêtement. Donc là, on est un peu plus supérieur à moins 1 gigapascal en contrainte résiduelle. Le meilleur résultat a été obtenu donc avec d'autres paramètres où on a des colonnes très serrées, donc une très forte densité. Et c'est exactement les conditions, là on les a sortis du modèle très connu de croissance, c'est le modèle de Thornton. Et là vous avez sur la figure qui est représentée en MEB, une représentation des colonnes qui ont été observées. Donc là, je viens de montrer trois aspects. Un aspect lié au choix de la composition, un aspect lié au choix de la structuration et un aspect lié à la croissance de la couche. Alors, nous avons d'autres résultats utiles. Il est connu aujourd'hui que lorsque on injecte un gaz réactif dans une enceinte de type PVD, il peut y avoir une infection de la cible. La cible en titane ou la cible en chrome peut être infectée par les atomes d'azote. Il peut y avoir une nitruration carrément de la plaque, ou dans d'autres situations, s'il y a un autre gaz réactif, il peut y avoir donc une oxydation. Et cette infection de la cible engendre carrément des couches que nous appelons des couches empoisonnées, carrément. Et une couche empoisonnée n'a pas de très bonne performance mécanique. Alors, l'idée sur laquelle nous avons travaillé, c'est de travailler en injection pulsée. Et l'injection pulsée, c'est de limiter le débit du gaz réactif d'une manière périodique. Alors, vous voyez sur ce schéma un débit minimal et un débit maximal. Le débit minimal peut être apporté à 0 ou à une autre valeur. Et il y a un débit maximal et on va injecter périodiquement, donc selon des T-on, donc le gaz réactif. Et on a prouvé que avec cette injection pulsée, le phénomène d'empoisonnement disparaît. Et ce qui est encore meilleur, c'est que nous arrivons à trouver des nanostructures, pas des nanocouches, mais des nanostructures en jouant sur le seul paramètre alpha, qui est le rapport de T-on sur la période donc, de l'injection pulsée. Alors, en faisant varier cette période, le paramètre alpha, c'est-à-dire le T-on, vous voyez qu'on obtient des morphologies différentes. Là, vous avez des observations en microscopie électronique à balayage pour différentes valeurs de alpha. Alpha à 100%, c'est qu'on n'est pas en injection pulsée, c'est donc le travail normal. Et puis, dès que alpha est supérieur et inférieur à 100, on est en injection pulsée. Et vous voyez que ça joue sur la morphologie de la surface, et par conséquent, ça joue aussi dans la croissance et dans le résultat final. Alors, je passe maintenant à la valorisation. Donc très rapidement, ici, c'est la spectroscopie à décharge luminescente
qui, sur la base de la même idée de pulvérisation, permet de connaître la composition chimique de ce qui se passe à l'intérieur de la couche mince en composition chimique. Donc sur 1 micron, ou sur 2, ou sur 3 microns, on arrive avec cette SDL à reproduire pratiquement la situation chimique, la composition chimique, donc sur tout le revêtement. Sur la première figure, vous voyez donc sur toute cette partie-là qui représente la monocouche, donc il y a une répartition entre le titane et l'azote, donc qui est quantifié. Et après, on passe à la couche tampon où il y a beaucoup plus de titane et l'azote qui diminue. Donc ça permet de retracer la composition chimique de la couche mince. L'AFM, donc là c'est pour obtenir la morphologie des couches, et la microscopie c'est pour reconnaître le mode de croissance de notre couche mince. Alors la valorisation, je vais insister beaucoup plus sur les mesures qui ont été faites, et là nous disposons donc dans notre laboratoire d'un nano-indenteur instrumenté de type CSM, qui est pratiquement l'outil le mieux indiqué pour pouvoir caractériser des couches de cette dimension, donc micrométrique. Alors, le principe général, mais beaucoup d'équipes travaillent sur l'amélioration du principe de la mesure et de la traduction de la mesure en des valeurs de module et de dureté. C'est le modèle d'Oliver et Farr qui connaît certaines limites, notamment au niveau de la mesure de l'aire de contact, parce que c'est pas si simple. Et puis il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent agir et qui peuvent être différents d'un matériau à un autre. Donc, l'idée de base, c'est le modèle d'Oliver et Farr. Et le modèle d'Oliver et Farr, donc c'est la mesure de l'évolution du chargement-déchargement, et que l'on traduit à travers ces expressions, donc en un module réduit, puis au module du revêtement, et la même chose pour la dureté de la couche en question. Alors les résultats, donc à partir des mesures, là je reprends les idées que j'ai présentées tout à l'heure, un effet de composition et un effet de structuration. Sur la partie que j'ai encadrée en rouge, c'est les revêtements à base de titane, et la partie en bleu, c'est les revêtements à base de chrome. Donc là, il y a un effet de composition, et on voit que les niveaux diffèrent d'une composition à une autre. Il y a aussi, à travers chacune de ces cases rouges ou bleues, les résultats qui montrent l'effet de structuration. Quand on passe d'une monocouche, quand on est à base de titane, à une multicouche ou à une nanocouche, les résultats, comme vous le voyez, sont améliorés en termes de dureté et sont améliorés aussi en termes de module d'élasticité. Et on voit surtout le nanocouche qui donne des résultats exceptionnels, donc en termes de dureté, en termes de module d'élasticité. Le nanostructuré, j'y reviendrai tout à l'heure, mais retenons déjà que les valeurs sont très très respectables, donc en termes de dureté et de module d'élasticité. Alors à partir de la nano-indentation instrumentée, donc on arrive à interpréter donc des résultats sur le comportement. C'est ainsi qu'avec une représentation empirique en termes de rapport de H sur E ou de H cube sur E carré. La première représente pratiquement, donc, et c'est vérifié, la résistance à la déformation élastique, et la deuxième, la résistance à la déformation plastique. Et à travers les résultats qui sont représentés en histogramme, on retrouve ici aussi l'effet de composition dont j'ai parlé et l'effet de structuration aussi. Donc à titre d'exemple ici sur la résistance élastique, donc la résistance à la déformation élastique, on voit que quand on passe du mono à la multi ou à la nanocouche, donc il y a une amélioration, et la même chose en termes de la capacité
à résister à la déformation plastique. On mesure aussi en nano-indentation instrumentée des énergies relatives, donc les énergies élastiques et les énergies plastiques. Donc c'est les aires respectifs de la courbe sous-tendue par la courbe de chargement ou la courbe de déchargement. Et on arrive aussi à en déduire des conséquences quantifiées sur l'effet de structuration et l'effet de composition. Alors le dernier pas que nous avons franchi en exploitant la nano-indentation instrumentée, avec l'effet d'échelle et la nano-indentation permet de faire des mesures très faibles de dimension. Donc l'inventeur a une très faible dimension et les forces que l'on impose sont aussi en millinewtons. Donc la trace de l'effet de l'inventeur peut être très limitée. Et par conséquent, si on arrive à localiser par microscopie optique, et il y a un microscope optique avec le nano-indenteur, comme il y a une AFM avec le nano-indenteur, donc si on arrive à localiser une phase qui nous intéresse, donc la nano-indentation peut nous donner carrément les caractéristiques mécaniques et la nature du comportement de la phase en question. Mais ce qui est bien, c'est que, compte tenu de l'effet de miniaturisation, aussi bien de ces couches que des contenus, des phases que donnent les systèmes de croissance de ces couches, eh ben, la nano-indentation peut être exploitée pour donner les résultats, c'est-à-dire les duretés, le module d'élasticité et les autres caractéristiques que je viens de montrer, même sur une particule très faible, de très faible dimension, ou pour une phase de très faible dimension, en utilisant ce qu'on appelle une grille, et on va multiplier les indents, donc on arrive à faire des matrices de l'ordre de 12 par 12. Et l'idée, c'est de couvrir par cette matrice pratiquement tous les éléments de la structure qui est représentée. Donc là, sur cette figure, vous avez la représentation schématique, comme si j'ai des particules ou des nanoparticules. Ça peut être appliqué sur des nanocomposites, ce système-là. Donc des nanoparticules qui baignent dans une matrice, et on a la possibilité de dégager les caractéristiques de la particule et celles de la matrice. Donc nous les avons exploitées et nous arrivons à trouver une distribution gaussienne qui peut être bimodale ou trimodale. Et l'intérêt, c'est que là, on arrive à dégager carrément la caractéristique mécanique de la phase en présence. Et la deuxième, ici, le pic de la troisième gaussienne qui va nous donner les caractéristiques au niveau de la matrice. Et puis, il y a l'intermédiaire qui représente un petit peu les effets de bord entre les phases et la matrice en question. Alors, ce système, nous l'avons exploité sur le CRSIN, donc le nitrure de chrome et de silicium, qui, lorsque on avait optimisé les paramètres d'injection pulsée, nous sommes arrivés à obtenir une nanostructure, des particules très fines de nitrure de silicium qui baignent dans une matrice relativement ductile de type nitrure de chrome. Et c'est cette combinaison entre les deux structures qui a pu nous donner la qualité que vous avez pu lire en termes de modules et en termes de dureté, donc des valeurs très élevées. Voilà pour ce qui est de la caractérisation mécanique. Alors, on l'entend dire toujours, une couche mince, quel que soit son niveau de dureté, si elle n'adhère pas à un substrat, elle n'a aucune valeur. C'est vrai. Et là, avec le nano-indenteur instrumenté, on arrive aussi à avoir des résultats sur la qualité de l'adhésion de la couche.
Alors, le nano-indenteur nous permet de faire les mesures. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'essai de... Je reviens ici, donc l'essai de scratch test. L'essai de scratch test, donc nous avons ici le module de scratch test, donc avec la tête ici, et puis il y a l'échantillon qui est placé ici, et puis bon, on va appliquer une force qui va permettre à l'indenteur de se déplacer latéralement et de s'enfoncer progressivement de manière à pénétrer dans la monocouche ou dans la multicouche ou dans la nanocouche et de déduire donc, ce qui se passe pendant ce rayage en tant que phénomène déjà et aussi en tant que chiffre pour caractériser la tenue de l'adhésion de la couche ou de la multicouche, etc. Alors, donc on arrive à mesurer pas mal de paramètres, essentiellement force normale, force tangentielle, en fonction de l'avancement, et puis bon, on se rend compte que à chaque fois qu'il y a une variation, si petite soit-elle, c'est qu'en général il y a donc un phénomène de décohésion qui va arriver, et avec l'appui que ce soit de la microscopie optique ou de la microscopie à force atomique installée sur cet appareil, on arrive à revenir sur la trace en question et à déchiffrer qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir donc le phénomène et en déduire aussi, parce que nous avons une échelle de force, la force qui s'appelle des forces critiques, donc diverses forces critiques vont être dégagées. Il n'y a pas que ces trois modes, ça c'est des photos qui représentent donc des fissures de différents types. Il y a aujourd'hui carrément un atlas sur les divers types d'endommagement rencontrés dans un scratch test. Le test est difficile à analyser, il faut le faire avec beaucoup de précautions. Les photos ne sont pas toujours aussi claires que celles-ci. Donc c'est un test qui reste un petit peu difficile, mais qui donne des idées beaucoup plus claires que quand on n'avait pas cet outil donc, de nano-indenteur instrumenté. Alors là aussi, c'est des observations sur d'autres revêtements où on arrive à déceler pratiquement les divers types d'endommagement et à les interpréter, etc. Donc là aussi, vous voyez qu'il y a des discontinuités criardes qui arrivent et que c'est significatif d'un phénomène d'endommagement qui vient d'arriver, et c'est aux chercheurs d'aller trouver de quoi il s'agit et de remédier, bien entendu, on ne s'arrête pas là, de remédier à ce phénomène soit de décohésion, soit de rupture carrément de l'adhésion entre la couche et le substrat. Alors je viens de terminer, je vais terminer sur une note positive pour vous dire deux mots sur les couches minces de demain. Donc, je vous ai parlé des couches minces ultra dures qui sont obtenues donc, par ce principe PVD. Alors, nos partenaires travaillent actuellement sur pas des nano-couches, quelle que soit l'épaisseur de la couche nano, mais carrément sur des couches atomiques qui s'empilent les unes sur les autres. Et les couches de demain, c'est des atomes donc, qui vont balayer la surface du substrat pour aller carrément trouver leur place quelque part, pour donc, constituer un premier plan atomique et qui seront suivis éventuellement par un autre type d'atome, ciblé bien entendu, qui lui aussi va aller chercher sa place quelque part, de manière à avoir une représentation nanostructurée, plan atomique par plan atomique. Et je termine par dire que là, quelque part, dans un des livres saints, il est écrit que les matériaux seront un jour nanostructurés. Et là, c'est pratiquement le début de ce phénomène. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
présentation enrichissante. Donc on ouvre le débat. Il y a des questions. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai assisté tout à l'heure à la présentation du chercheur. Je reviens un petit peu sur la question d'adhésion et de la couche tampon des couches et également du support. Voilà. Est-ce que déjà il y a une autre couche de surface du substrat quand on le prépare? Alors, on apporte un très grand soin à la préparation de la surface, et c'est vital. Alors, il y a des soins classiques, bien sûr, de nettoyage en amont, et puis il y a une phase de préparation à l'intérieur de la chambre carrément de traitement. Et on va inverser donc la DDP en gardant donc le gaz argon neutre, et le gaz va être exploité pour aller bombarder la surface donc du substrat pour le nettoyage ultime, et puis aussi pour l'activation de la surface. Donc là, c'est une étape importante aussi. Donc, techniquement, est-ce qu'on peut encore considérer quelque chose en surface plutôt comme s'il y a une première couche qui est un peu particulière, puisque je me demande, quand il y a des cohésions, ça se passe où exactement? Est-ce que entre le substrat et la couche tampon, ou entre la couche tampon et une des multicouches, ou entre les multicouches? Ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'avoir une décohésion entre le substrat et la couche tampon. Ça, c'est très mauvais. Ça veut dire que la couche ne tient pas. Donc là, il faut veiller à faire une très bonne préparation, mais à part cette couche tampon qui permet d'avoir un gradient de composition entre la couche fonctionnelle et le substrat, donc il n'y a pas d'autre phase à part un très très bon nettoyage et puis bon, une activation de la surface. Donc, et puis les couches PVD n'aiment pas beaucoup une surface rugueuse. Donc si on veille à ce que le système de croissance soit respectable, donc j'ai montré 3 types de croissance différents, légèrement différents, mais au niveau des résultats, donc en contrainte résiduelle, il y a pratiquement 1 giga de différence, et même chose en termes de dureté et de module. Donc c'est très important de préparer la surface, de réduire au maximum pratiquement la rugosité et nettoyer, activer la surface. Voilà ce que l'on sait faire aujourd'hui. Okay. Vous avez commencé par une phrase qui m'a attiré mon attention sur l'histoire de Dieu qui crée le volume descend à la surface au diable. J'ai l'impression que finalement la question de surface est à clarifier, parce qu'une fois qu'on a déposé quelque chose sur quelque chose d'autre, on crée une nouvelle surface. Et donc est-ce que c'est l'ordre de Dieu? Alors, surface, on parle aujourd'hui, il y a toute une science aujourd'hui, science des surfaces. Donc, mais évoquer la surface d'une pièce, pour un mécanicien, c'est parler de la couche superficielle. Voilà, donc, et puis bon, il y a des directrices qui font qu'on oriente le travail vers une couche qui soit plus dure que le substrat lui-même. Donc, la surface, pour nous, c'est la couche superficielle qui a été créée, donc soit en modifiant la couche extrême du substrat lui-même, soit en rajoutant une couche, comme c'est le cas ici pour parler de revêtement. Non, pour les multicouches, comment on choisit les différentes couches? Est-ce que, par exemple, on cherche à avoir des gradients de propriété progressive, des choses comme ça?
Tout à fait. Donc, pour les multicouches, là c'est la figure du milieu. La couche fonctionnelle, le TIALN, je prends cet exemple, c'est la couche fonctionnelle. Donc, pourquoi ce choix? Le TIALN, qu'est-ce qu'il apporte par rapport au TIN? Il apporte de meilleures caractéristiques mécaniques, mais surtout il apporte beaucoup plus de stabilité thermique. Okay? Alors, pourquoi c'est déposé sur du TIN, qui lui-même est déposé sur du TI? Tout ça, c'est pour préparer à l'adhésion. Donc là, on a un gradient de composition qui offre une meilleure adhésion que lorsqu'on aurait mis un TIALN directement sur une couche tampon de titane. C'est par rapport à la détermination du comportement mécanique, des paramètres. Est-ce que vous avez passé par une procédure d'optimisation ou bien c'est une utilisation de formule de littérature à partir de la courbe force déplacement? Il n'y a pas d'optimisation, donc c'est des résultats que l'on tire directement de l'expérience. C'est-à-dire que si vous avez la courbe force déplacement, hein, Oui. pour remonter donc au module E ou l'unité élastique ou la partie plastique. Donc le modèle, c'est le modèle d'Oliver et Farr, donc qui part de cette force, comment elle s'écrit en fonction de la différence de hauteur, et puis au cours du chemin, on va faire intégrer donc l'air de la surface de contact entre l'indenteur et le substrat. Donc, il n'y a pas de modélisation autre que ces équations-là. Non, pas du tout. Non, je n'ai pas parlé de loi de comportement. Oui, de module que l'on mesure, oui. C'est une mesure locale, sans parler de loi de comportement à incrémenter. Non, on fait des mesures directes. Alors, je sais, on n'a pas encore essayé, mais je sais que la nano-indentation instrumentée, certains laboratoires commencent à l'exploiter sur diverses natures de matériaux pour travailler sur les lois de comportement. Voilà, c'est ça. Nous, on ne l'a pas fait, mais je sais que ça existe. Donc, oui, c'est possible, oui. Comment caractériser par rapport au mécanique de la rupture à partir de... On peut faire de la mécanique de la rupture sur ces revêtements, aussi avec de la nano-indentation ou la micro-indentation. Il y a des lois qui le permettent de le faire, on l'a fait, il y a des résultats intéressants. La seule difficulté, c'est lorsque les revêtements ne présentent pas de fissures franches. Donc, quand ça ne sont pas visibles en surface et qu'il y a un phénomène de délamination entre les couches, là c'est un problème. Mais pour les revêtements qui représentent un phénomène de rupture en diagonale, les lois sont connues, donc qui permettent de mesurer la ténacité d'un revêtement. On l'a essayé, et puis bon, c'est faisable avec ce matériel. Merci Sitam pour cette présentation. On va terminer la discussion parce qu'on a une contrainte de temps, donc vous savez. Merci de votre attention.